Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean Petot, je suis directeur de la communication des relations extérieures de cette maison et également enseignant en sciences politiques et en culture générale. Et une partie de mes étudiantes et étudiants participent à cette journée. Je voudrais juste dire quelques mots très rapidement pour vous accueillir à Sciences Po Bordeaux parce que vous n'êtes pas forcément habitué des locaux et des lieux pendant que nos amis vont se recaler sur le PowerPoint. Et je voulais surtout m'exprimer à la place d'Yves Deslois, qui est le directeur de Sciences Po Bordeaux et qui est retenu ce matin, qui ne peut pas vous accueillir. Je voudrais d'abord dire toute la satisfaction que nous avons à participer à cette journée. Ça s'est fait vraiment de manière tout à fait fluide, si je puis dire, avec l'invitation qui nous a été adressée d'abord par l'ERENA, dont le président, le professeur Biulac, va s'exprimer dans un instant après moi, mais aussi parce qu'il y a eu la possibilité de travailler avec d'autres établissements universitaires, d'autres structures universitaires. Pour faire simple, on va dire l'UB, l'Université de Bordeaux, et puis l'UBM, l'Université Bordeaux-Montaigne, avec à l'intérieur des... alors moi j'appelle ça faculté parce que je suis quelqu'un qui appartient à l'ancien monde et qui n'est pas forcément actualisé mon vocabulaire, mais enfin comme ça tout le monde comprend. Hein. Donc on a la chance vraiment d'avoir ici ce matin des juristes, des philosophes, des médecins, des professionnels du monde de la santé, des professionnels aussi ou des experts dans les questions de psychologie. Donc ça correspond exactement à ce que nous souhaitons, nous ici à Sciences Po Bordeaux, c'est-à-dire décloisonner les savoirs, faire que chacun un peu sorte de son silo ou de ses silos ou de son couloir, si on file la métaphore athlétique, et échange dans une forme de dialogue permanent, de confrontation des approches et des visions. Donc nous sommes ici dans un amphithéâtre, j'allais dire, fort bien nommé, l'amphithéâtre Simone Veil. Ça fait partie des 4 amphithéâtres qui ont été construits lors de la complète transformation de nos locaux. Le professeur Biulac me disait qu'il avait un petit peu de mal à reconnaître la géographie de l'espace ici. Hein. Et cet amphithéâtre Simone Veil, eh bien, le nom a été choisi en 2014-2015. 2014, lorsque nous avons consulté les étudiantes et les étudiants pour choisir les noms de ces 4 amphithéâtres. Il y en avait un qui était déjà affecté, qui était le nom de Jacques Ellul, puisque c'est un amphithéâtre que nous avions et qui avait été démoli pour la transformation de nos locaux. Donc c'est l'amphi qui est juste à côté. Jacques Ellul qui a été un très grand professeur ici dans cet établissement. Et puis nous voulions qu'il y ait deux hommes et 2 femmes. Et à côté de Jacques Ellul, c'est Étienne de la Boétie qui a été retenu par les étudiants. Et puis ici, Simone Veil et Aliénor d'Aquitaine. Et quand nous avons vu que Simone Veil était en haut du classement, on a consulté Jean Veil, un des 2 fils de Madame Veil, puisque Simone Veil était encore vivante. Et il nous a dit qu'il était extrêmement honoré. Je crois que que nous avons été un des premiers établissements universitaires à choisir pour un lieu fixe le nom de Simone Veil. Voilà. Donc ça tombe très bien que pour une journée sur les questions générales, on va dire, de société et de santé, nous ayons choisi ce lieu. Je voudrais dire un mot en m'exprimant au nom de Marc Manguené, qui est le président, coprésident avec Daniel Manguené de la fondation Anthony Manguené, que vous voyez sur les kakémonos, et qui est partenaire de l'ERENA, de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, pour cette journée. C'est couplé avec ce qu'on appelle les 3e entretiens d'Anthony, qui ont été conçus ici dans cette maison avec la fondation Anthony Manguené,
la Fondation Anthony Minguené. C'est un très beau projet, vous aurez des informations si ça vous intéresse, qui se donne pour objet de faciliter, favoriser la pénétration, si je puis dire, de l'idée d'éthique et de la notion d'éthique, en particulier dans plusieurs espaces, mais celui des futurs cadres ou des actuels étudiants universitaires qui sont en formation. Donc vous avez toute la déclinaison du combat de la Fondation Anthony Minguené, qui était un garçon tout à fait remarquable et qui a été emporté en quelques minutes par un AVC. Et c'est à partir de la trajectoire d'Anthony que ses parents, Marc et Daniel, ont créé cette fondation qui nous est chère puisque nous sommes, Sciences Po Bordeaux, partenaires et membres du comité de pilotage. Merci, cher Marc, d'être présent ce matin pour ce troisième entretien d'Anthony. Je cède la parole au président Biulac et je vous dis bonne journée. Moi, je reste dans les parages, bien sûr. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici en tant que directeur du site de Bordeaux de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, qui a pour mission d'animer, de diffuser, de coordonner toutes les actions en matière d'éthique, de la santé, de bioéthique. L'éthique, vous le savez, puisque vous êtes là ce matin, représente un défi, un challenge, comme on dit aujourd'hui, majeur pour notre société en plein devenir scientifique et technologique. Je voudrais tout d'abord remercier M. Pétou de nous accueillir dans cet amphi Simone Veil à Sciences Po, très bel amphi, dans un endroit où on est bien pour réfléchir. Remercier aussi Marie Lamarche de nous apporter tout son savoir-faire et sa coordination en matière de stimulation des étudiants pour réfléchir à ces grandes questions d'éthique. Remercier aussi M. Anthony Minguené de nous aider à monter ce genre d'opération de sensibilisation extrêmement important et d'abord tourné vers les étudiants. Nous allons donc entendre tout à l'heure un certain nombre de nos collègues universitaires sur le thème que nous avons choisi cette année dans cette approche multidisciplinaire de la fin de vie. Je ferai simplement quelques remarques sur cette question. Dans une autre vie, je fus parlementaire, et dans une autre vie, j'ai été le premier rapporteur des lois bioéthiques en 1992 au Parlement. Et à l'époque, on avait retenu 3 grandes thématiques pour essayer de jeter les bases de ce que serait la loi ou les lois de bioéthique. L'origine de la vie, le statut du corps humain et la fin de vie. Il y en avait un quatrième qui était non négligeable, il faut rajouter, c'était l'utilisation des données nominatives, qui, vous le savez, rentre dans le cadre de la loi informatique et liberté de 1978. Mais sur ces 3 grandes questions d'éthique, de bioéthique, il est intéressant de voir que en 92, la représentation nationale n'a pas osé toucher à la fin de vie. On n'a pas délibéré, on n'a pas légiféré sur la fin de vie. On a légiféré sur l'origine de la vie, sur la procréation médicalement assistée, qui revient, vous voyez, pour d'autres questions aujourd'hui, et qui a été particulièrement débattue lors des assises pour la bioéthique dans le but de préparer la révision de la loi. On a bien sûr aussi statué sur le corps humain, et sur la fin de vie, il n'y avait pas de consensus à l'époque pour aborder le problème de la fin de vie. Et le paradoxe, c'est que les 2 lois qui touchent de près ou de loin à cette question cruciale de la fin de vie,
c'est-à-dire la première loi Leonetti en 2005 sur le droit des malades, avec la possibilité de refuser pour le patient l'acharnement thérapeutique, et la deuxième loi 2015-2016, Claes-Leonetti cette fois, qui est donc la loi qui est en cours aujourd'hui et qui va traiter des directives anticipées de la personne de confiance et de la fin de vie avec la sédation prolongée. Ces deux lois, 2005 et 2015-2016, sont des lois qui émanent de propositions de loi. Et vous savez bien la différence, les juristes qui sont là, entre une proposition de loi et un projet de loi. Le projet de loi est déposé par le gouvernement, par l'exécutif. La proposition de loi émane des parlementaires. Donc sur ces questions sociétales, eh bien, les gouvernements sont souvent un peu frileux. Vous voyez bien que sur la PMA, il y a une approche dilatoire qui est en cours. Ça devait se faire cette année, ça se fera vraisemblablement l'année prochaine. Donc les deux lois qui ont trait de près ou de loin à la fin de vie émanent de propositions de loi et non pas de projets de loi et ne font pas partie du corpus des lois de bioéthique. Néanmoins, bien sûr, il est tout à fait naturel de les y rattacher. Alors la question que vous vous poserez ce matin, entre autres, sera de savoir s'il faut aller plus loin que la loi Claes-Leonetti actuelle. La loi Claes-Leonetti actuelle est un pas incontestable, mais qui ne satisfait pas un certain nombre de personnes dans notre communauté française, chez nos citoyens, qui estiment qu'ils doivent garder d'une certaine façon la main sur leur liberté. Et la question se posera de savoir s'il faut aller vraiment jusque à ce qu'il est convenu d'appeler, toujours avec une certaine frayeur ou terreur, l'euthanasie active. Vous aurez donc à débattre de cela. Car la loi évolue, la loi n'est que la loi du moment, elle n'est que la loi des hommes du moment. Et la loi peut toujours évoluer, comme elle peut régresser. Pour cela, un certain nombre de personnes, dans cette approche multidisciplinaire, s'adresseront à vous, et vous vous adresserez à eux, le professeur Patrick Baudry, professeur de sociologie et co-directeur de la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie, le docteur Véronique Averousse, qui est médecin de soins palliatifs et qui fait partie du comité exécutif de l'espace de réflexion éthique de la Nouvelle-Aquitaine, qui est également philosophe, le professeur Jérôme Wittwer, professeur d'économie, le professeur Geneviève Champs, professeur de droit privé à l'Université catholique de Louvain, que je salue et que nous sommes très heureux d'accueillir ici, et qui est doyen de la faculté de droit de cette université et qui est la présidente de l'équivalent du comité consultatif national d'éthique de notre pays. Voilà, je vais donc vous laisser maintenant commencer à réfléchir. Vous réfléchissez toujours, vous êtes des étudiants, puis même après, c'est pas interdit. Et j'espère que, comme l'an passé, nous pourrons, avec votre réflexion, vos apports, vos travails dans les principaux ateliers pluridisciplinaires, eh bien, apporter un élément supplémentaire. La bioéthique est constamment en évolution, c'est ce que disait en 1993 le président Mitterrand avant l'installation du Comité national d'éthique. La bioéthique, l'éthique est constamment liée à l'évolution des sciences et des techniques qui vont beaucoup plus vite dans son évolution que la seule pensée philosophique souvent. Donc il faut sans arrêt trouver cette adéquation, cette mise en conformité, si l'on peut dire ainsi, du moins cette adéquation, la loi du moment. Voilà. Je vous remercie et bon travail. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de me trouver ici. Je suis sociologue de formation, je fus l'élève de Louis-Vincent Thomas qui était
sociologue, anthropologue et spécialiste des questions du mourir, de la relation aux morts et des représentations ou attitudes devant la mort. J'ai longuement fait partie d'une association qui s'intitulait Fonction soignante et accompagnement. On se réunissait dans la bibliothèque du service d'oncologie de Robert Zitoun. Et c'était dans les années 80, au début des années 80, au moment, en quelque sorte, du démarrage des soins palliatifs en France. Ce que je vous dirai ce matin tient en 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est celui-ci, la plateforme collaborative dont il a été question à l'instant, Bernard Biulac en a parlé. Cette plateforme collaborative correspond à la volonté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de l'innovation, de promouvoir des recherches relativement aux médecines palliatives et à la fin de vie. Voyez, dans l'optique du ministère, c'est intitulé et significatif. On ne veut pas au ministère que cette affaire, si je puis dire, ou ces affaires, relèvent seulement de la compétence du monde médical, mais qu'il y ait aussi donc une alliance avec des acteurs, des chercheurs, des enseignants-chercheurs du côté des sciences humaines et sociales. Et l'idée est aussi, en associant médecine palliative et fin de vie, de provoquer des recherches qui portent sur le rapport à la mort que nos sociétés construisent. Voyez. Donc, comment dirais-je, il y a une volonté de s'impliquer sur une question que l'on pourrait dire au sens fort et très noble du terme, très technique, et en même temps une volonté aussi de contextualisation beaucoup plus large des enjeux liés au choix que l'on pourrait faire. Cette plateforme collaborative a été inaugurée par un colloque qui s'est tenu au ministère en octobre dernier. Elle a une vocation, donc, je l'ai dit, à structurer des recherches interdisciplinaires. Elle a une dimension nationale. Cela se passe à Paris au ministère, mais aussi à Besançon et en lien avec l'université de Bourgogne-Franche-Comté, et puis à Bordeaux, notamment avec le relais de la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, la MSHA. Je suis coprésident de cette plateforme collaborative, moi donc étant sociologue, et me trouvant à Bordeaux, tandis qu'à Besançon, c'est Régis Aubry, qui se trouve donc l'autre président de cette plateforme, Régis Aubry, médecin, chef de service de soins palliatifs à Besançon, et qui est aussi membre du comité consultatif national d'éthique. L'ambition aussi de cette plateforme, et des contacts ont déjà été pris en ce sens, c'est d'acquérir une dimension internationale. Des contacts ont été pris avec la Suisse, le Canada, l'Angleterre, l'Italie, d'autres pays encore. Deuxième chapitre de ma très courte intervention ce matin, quelques embryons, dirais-je, de réflexion sur la fin de vie. J'avais été invité à un colloque sur l'œuvre de Vladimir Yankelevitch. C'était à Lyon. J'étais invité par des philosophes, j'en étais très heureux, bien sûr. Et évidemment, dans l'œuvre de Yankelevitch, il y a le fameux ouvrage « La mort ». Donc c'est autour de cet ouvrage que j'avais construit mon intervention, et mon intervention se voulait, à tort ou à raison, voilà. Nous sommes là pour discuter. Les sciences humaines constituent des modalités d'organisation de la discussion, au sens fort du terme, la dispute aussi bien. Il y a des éditeurs qui ont pris ce mot, la dispute. Oui, j'avais voulu donc proposer une critique de la notion de fin de vie, car ce qui me paraît éventuellement dangereux, c'est qu'on prenne cette expression comme une évidence, comme ce qui d'emblée nous situerait devant un objet que nous n'aurions plus à interroger puisqu'on l'aurait déjà signifié, puisqu'on l'aurait déjà intitulé. Or, me semble-t-il, cette représentation de la fin de vie comme terminaison, comme fin, donc,
comme éventuelle finition, comme conclusion d'une trajectoire, relève de mentalité, relève de logique de représentation, et ce sont aussi ces logiques de représentation qu'il s'agit d'interroger. Quelquefois, avec mes collègues médecins des soins palliatifs, je leur disais, mais faites attention parce que vous dites malade terminal. Vous dites malade en phase terminale, donc on comprend bien sur un plan technique ce que vous voulez dire, sauf que pour le grand public, ça signifie bien que donc la mort n'est rien d'autre qu'une terminaison. C'est cela qui s'entend. Voyez ? Quel rapport à la mort s'organise dans cette affaire de la gestion, organisation de la fin de vie? Et y a-t-il, ou y aurait-il, ce sont mes questions, des différences à faire entre ces mots-là, la mort et le décès? Est-ce que toute la question de la mort peut se résoudre dans l'affaire ou la gestion du décès? Quelle société aussi s'élabore dans ce rapport à la mort, n'est-ce pas? Quelle société? A-t-on une idée de société qui s'organise dans ce que l'on met en mots dans la construction du débat? Voyez. Comment s'organise aussi, voilà, c'est mes questions. Aujourd'hui, je n'y réponds pas, bien sûr. Mais comment s'organise aussi la tension, dirais-je, est-ce que ce mot convient, je ne sais pas, entre d'un côté la liberté, dont je réclame qu'elle me soit accordée, et la responsabilité. Quelle est la place de la notion de responsabilité dans cette question? Et puis, je dirais aussi, qu'est-ce qu'enseignent les soins palliatifs? Sont-ils seulement une technique, une technicité, une compétence particulière portée par des soignants ou des médecins, ou est-ce qu'ils racontent quelque chose? Est-ce que l'on entend ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils participent d'un récit? Est-ce que l'on peut, n'est-ce pas, au lieu de se projeter dans la personne de ce mourant que l'on sera plus tard? Et déjà, le mot mourant lui-même indique quelque chose. Je dirais, est-ce que l'on peut, ou est-ce que l'on doit systématiquement se projeter dans ce personnage du malade mourant? C'est pas tout à fait pareil. Que l'on sera plus tard, ou est-ce que l'on peut aussi imaginer que l'on serait ce frère, cet oncle, cette cousine, cette sœur, qui sont à côté ou aux côtés de ce malade? Et quelle place prend-on dans la fabrication imaginaire, si je puis dire, que propose un certain récit? Voilà les questions que je me pose, sur lesquelles je peux travailler en collaboration donc avec des philosophes, avec des psychologues, avec des médecins. Je pense qu'il est très important aussi que nous autres gens de sciences humaines, nous nous rattachions le plus possible aux pratiques et que nous ne pensions pas que nous puissions juger de toutes ces choses à partir du domaine des idées. Qu'est-ce qui se met en scène, en quelque sorte, et en pratique? De quoi est porteur le praticien des soins palliatifs? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Il me semble que l'on n'en sait pas suffisamment. Parce qu'aussi, le praticien des soins palliatifs est quelquefois bien peu bavard, ou parce qu'on ne lui donne pas la parole, ou parce qu'il ne veut pas la prendre, alors qu'il a des choses à dire, des choses à nous dire. Voilà, quelques mots d'introduction pour cette matinée. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis heureuse aussi d'être là parmi vous et je remercie également Monsieur Péto qui nous reçoit, l'association Minguenet qui nous donc sustente et qui nous soutient, et je voudrais faire un tout petit rappel très bref de la raison de la présence des étudiants ici, qui est née donc d'une première expérience proposée par Marie Lamarche au Master Soins, Éthique et Santé aux étudiants, en collaboration avec les étudiants de son Master, Soins de la personne et de la famille, et de celui de Cécile Castin, droit de la santé. Donc on a eu idée dans le cadre des états généraux autour de la PMA d'organiser ces premières rencontres avec les médecins de l'optionnel éthique de 5e année, les étudiants en médecine de 5e année. Voilà, je suis en train de les chercher, mais bon, super. Voilà. Et donc ce sont cette année l'expérience Marie Lamarche a souhaité, avec les collègues qui travaillent avec elle, de reconduire cette
cette expérience, donc, grâce à la rencontre qu'on a eue avec Jean Poutot et qui nous accueille dans ce lieu-là. Voilà, donc c'est une belle expérience qu'on avait décidé de prolonger. On s'était dit avec Marie, pourquoi pas la fin de vie, puisqu'on s'associait avec Patrick Baudry autour de cette plateforme, donc Site Bordeaux, qui se mettait en place. Donc c'est la raison pour laquelle on avait choisi ce thème-là. Donc moi je suis praticien de soins palliatifs et je vais vous donner quelques petites définitions et puis en même temps en profiter pour poser les questions qui m'intéressent, mais qui sont également à débattre, puisque c'est de ça dont il s'agit. Donc moi je suis médecin de l'équipe mobile de soins palliatifs sur le CHU de Bordeaux. Donc un petit historique rapidement. Dans les années 70, il y a un contexte dans le cadre de la technique et de ce qui se passe sur le plan sociétal, sur lequel je dirais un petit mot en conclusion, où la mort est vécue comme honteuse, obscène. Donc le déni de la mort a été beaucoup évoqué par les sociologues des années 70, et dont Louis-Vincent Thomas et Patrick Baudry aussi, qui a écrit pas mal de choses dans La place des morts. Voilà, on parlait de mort volée, et donc collaborant avec Barbara Stigler au Master Soins Éthique Santé, elle porte fort le thème du néolibéralisme, que je trouve très intéressant dans le cadre des représentations de la mort dans notre société. Donc la mort volée. Déjà, Foucault notait la question du biopouvoir qui permettrait, grâce à la science incarnée dans le pouvoir médical, de maîtriser la vie à l'échelle individuelle, mais aussi collective. Sa manifestation, selon Foucault, apparaît concrètement dans cette fameuse disqualification progressive de la mort sur laquelle les sociologues et les historiens sont revenus si souvent. Donc lui aussi est baigné à cette époque par tout ce qui se passe, ce qui se discute, ce qui se trame, etc. Donc vraiment, il y a une espèce de... ça fourmille d'idées, autant au niveau des intellectuels des sciences humaines que des médecins. Donc, dans les années 80, il y a de ce qui se passe du pouvoir de la médecine sur la mort, avec la réanimation qui est très importante, une espèce de maîtrise du mourir où le patient est soit hyper techniqué, soit abandonné. Donc il y a un manifeste des 3 prix Nobel dans le Figaro qui donc écrit en faveur de l'euthanasie. Une première proposition de loi sur la légalisation de l'euthanasie par Caillavet en 1978, la création de l'association pour le droit de mourir en 80, un mouvement contestataire contre l'abandon des mourants ou leur maintien déraisonnable dans les services de réanimation, et parallèlement, dans le milieu du soin, des médecins, des soignants, des intellectuels se forment aux soins palliatifs à l'étranger, ou donc en Angleterre, au Canada. C'est déjà une pratique qui est connue à travers Cicely Saunders, assistante sociale, qui parle de douleur totale, donc c'est-à-dire quelqu'un qui affronte la fin de vie, a mal, a des symptômes, souffre psychiquement, souffre de façon existentielle, dont Ricoeur dit que les personnes en situation palliative sont des conditions d'existence en détresse. Donc il y a vraiment cette chose-là qui est importante. Très rapidement en France, donc là je me réoriente vers les soins palliatifs, 83, 84, 86, 83 associations jusqu'à la mort accompagner la vie, l'association ASP, Association Soins Palliatifs France, Alliance à Bordeaux, et la circulaire Larocque en 86 qui lance vraiment la question de l'importance de mettre en place des soins palliatifs, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui se crée en 89, et les premières USP, donc Bordeaux avec Benoît Burugois et Paris avec Abiven. En 99, la loi sur le droit d'accès aux soins palliatifs, donc il s'agit d'un droit pour toute personne qui pourrait en bénéficier. La loi du 4 mars 2002 sur la question des droits du malade, donc là c'est vraiment des choses que vous allez discuter. La loi Leonetti en 2005, M. Biulac l'a rappelé, et la loi Claes-Leonetti en 2016. Depuis, vraiment, il y a eu une énorme augmentation du nombre
là, ici, des équipes mobiles. Je l'ai mis après les unités de soins palliatifs. Donc, il y aurait, il y a le chiffre, 447 équipes mobiles en France en 2017. Donc, on est parti de rien. Et vraiment, c'est une discipline qui a énormément... il y a beaucoup augmenté en France, je cherche mes mots. Les unités de soins palliatifs, 157, et vous voyez, ça va être intéressant pour les questions que vous allez vous poser, une répartition qui est très inégale, avec des endroits où il y a beaucoup d'unités de soins palliatifs. Pareil pour les équipes mobiles. On voit la région parisienne, sud-est, sud-ouest, on est dans la moyenne. Pareil pour les USP. Et les réseaux de soins palliatifs. Donc tout ça pour vous dire que c'est une discipline qui est maintenant complètement reconnue dans le milieu sanitaire. On dit voilà, qu'il s'agit d'une grève, d'une réflexion sociétale. Dans le monde de la santé, ce n'est pas une discipline qui a émergé comme ça d'une spécialisation d'une discipline ou d'une spécialité médicale. Alors, la définition de la SFAP, je ne vais pas vous la lire, juste vous dire que les soins palliatifs, c'est une charte qui les définit depuis 1996 lors d'un congrès à Toulouse et qui est toujours de vigueur et qu'on détaille toujours dans les enseignements des soins palliatifs. Soins actifs, approche globale de la personne, soulager les symptômes physiques, les souffrances psychologiques, sociales et spirituelles, ça intervient dans les textes, prend en charge la famille et ses proches, et puis cette fameuse philosophie des soins palliatifs qui considère le malade comme un être vivant et la mort comme un processus naturel qui peut tout à fait se discuter, et le fait qu'il se positionne très clairement contre une légalisation de l'euthanasie, en général, les soins palliatifs en France, dont certains ont pu dire que les soins palliatifs étaient adossés à un certain conservatisme ou à un certain catholicisme, certains l'ont dit, de façon un peu polémique. Je vais passer là-dessus et je vais poser maintenant les questions. Donc, il y a beaucoup de soins palliatifs. La France en est très dotée, mais vous avez vu qu'il y avait une répartition inégale. Et donc, certains disent, s'il y a autant de demandes sociétales pour qu'il y ait une légalisation de l'euthanasie, peut-être que ça vient d'une disproportion de l'offre de soins en soins palliatifs. C'est une première question qui était posée, on y reviendra. Mais la question de la demande d'euthanasie reste toujours très prégnante, qui fait dire à Comte-Sponville, qui était au CCNE, les progrès des soins palliatifs tendent à diminuer la demande de mort. Lorsqu'on ne souffre plus, pourquoi aurait-on envie de mourir? Et il continue. Mais il n'y a pas que la souffrance physique. Il y a le handicap insurmontable, la dépendance, la déchéance, la perte progressive de ses capacités intellectuelles, l'immobilité obligée, l'asphyxie, l'isolement, le refus d'être à la charge de ses enfants ou de la société, l'ennui, etc., etc. Vouloir quitter la vie dans ces conditions, ce n'est pas la trahir, c'est protéger une certaine idée que l'on se fait qui ne va pas sans dignité et liberté. Donc vraiment un questionnement autour de tous ces deux termes, la dignité et la question de la liberté. Mais comme disait Patrick Baudry, on ne peut pas aussi éliminer la question des représentations sociétales de la mort. Donc, je vais passer, parce que mon temps peut-être... voilà, donc la question, l'humiliation, etc., la question de la honte est posée très clairement, notamment par Robert William Higgins, qui dit que ce n'est pas forcément une complexion psychique, mais que ça peut être complètement relayé à ce que la société se représente de la finitude, de la dégradation des corps, de la vieillesse, du handicap, etc. Et le mourant rentrerait dans cette catégorie-là. Alors peut-on parler d'un échec des soins palliatifs? C'est des questions que vous pourrez vous poser. Peut-on dire que c'est parce qu'il n'y a pas assez de soins palliatifs? Ou bien existerait-il un alibi conjoncturel des soins palliatifs, car le contexte social, et là je fais référence à donc, notre collègue responsable du Master Soins, Éthique et Santé qui nous a rejoint et qui a présenté son livre donc, hier
hameau-là. Et donc, il a été question d'une dernière question autour de la question du néolibéralisme et de la fin de vie posée par un de nos collègues. Donc, contexte social, j'arrive à ce point-là au moment clé, contexte social néolibéral qui propose que tout sujet soit adaptable pour servir le marché, dès lors non compétitif, le sujet de soins palliatifs, il est voué à la honte sociale, relayé à être un déchet sous le joug de la pitié, du bénévolat et ou des soins palliatifs. Il y a quelque chose, alors, c'est sous forme de questions, vous pourrez débattre. Est-ce que finalement les soins palliatifs, ce ne serait pas un bon alibi social? Robert William Higgins, psychanalyste, qui a écrit d'ailleurs avec Patrick Baudry sur ces questions-là, se pose justement la question, est-ce que finalement le problème n'est pas la représentation sociale avec des fausses réponses que représenterait la légalisation de l'euthanasie ou les soins palliatifs, les mettant dos à dos. Donc, sentiment d'échapper à cette honte sociale par la demande d'euthanasie, point d'interrogation. Autrement dit, mieux vaut que la société reconnaisse ma honte en me supprimant, ma honte sociale. Donc, les lois ne semblent-elles pas, en conclusion, ce sera ma dernière question que je me pose et à laquelle vous pourrez réfléchir si jamais vous le souhaitiez. Les lois, c'est une longue phrase, mais bon, les lois ne semblent-elles pas aller dans le sens d'une légalisation de l'euthanasie qui ne dirait pas son nom par le truchement de la sédation profonde et continue jusqu'au décès et par l'affichage pro-euthanasique dans l'instance palliative mise en place par le pouvoir exécutif, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Donc je pense qu'il y a un désir de l'exécutif qu'on aille dans ce sens, en tout cas actuellement. Donc il ne s'agit pas, quelles en seraient les alternatives non manichéennes pour la légalisation de l'euthanasie, contre la légalisation de l'euthanasie. Bon, tout ça rentre dans un contexte extrêmement complexe, intriqué, et dans lequel effectivement, Patrick disait tout à l'heure que les intellectuels des sciences humaines et sociales ne peuvent pas philosopher, socialiser, politiquer, etc., sans les gens du terrain, et je suis tout à fait d'accord, mais je pense que les gens du terrain s'enferment dans une pratique et se pensent peut-être aussi un peu tout-puissants s'ils n'ouvrent pas leur réflexion avec leurs collègues des sciences humaines. Merci. Et donc je passe la parole à Jérôme Wittwer, qui est économiste. Bonjour à tous. Je vais moi aussi commencer par remercier les organisateurs et la Fondation Anthony Minguenet de m'avoir invité ce matin. Donc je suis économiste à l'ISPED, qui est l'Institut de santé publique, d'épidémiologie et du développement de l'Université de Bordeaux. Donc je suis entouré de médecins, pas de praticiens, mais entouré de médecins en tous les cas. Donc mon point de vue est le point de vue de l'économiste. Donc sur ces questions-là, ce point de vue-là est toujours un peu indécent, puisque je vais parler argent, je vais parler euros, milliards d'euros, centaines de millions d'euros. Donc je vais être assez loin des questions absolument fondamentales qui viennent d'être posées par les deux intervenants précédents. La question que les économistes se posent, c'est plutôt des questions d'organisation collective du système de santé, de priorisation des dépenses de santé, et pas des questions aussi intimes et individuelles que les questions qu'on vient d'évoquer sur le droit à l'euthanasie. Donc voilà, c'est évidemment mais je suis très content d'être là et d'être le représentant de la vision néolibérale du système de santé. Non, mais je plaisante. Oh, c'est juste un petit peu pour animer la matinée. Donc je vais simplement commencer par évoquer quelques chiffres. C'est pas ça qui est intéressant, évidemment, hein. Je vais évoquer quelques chiffres et puis après, dans une deuxième diapo, je parlerai des questions que posent ces chiffres, parce que les chiffres en eux-mêmes, évidemment, n'ont absolument aucun intérêt. Donc la question de la fin de vie, telle que cela pose les économistes, c'est extrêmement sommaire. C'est en gros comment se répartissent les dépenses de soins tout au long de la vie.
et quel est les dépenses de soins, quel est le niveau des dépenses de soins en fin de vie, c'est-à-dire généralement la dernière année. C'est souvent cet arbitraire-là qui est utilisé par les économistes. Donc peu importe sur le chiffre, là je vous ai mis parce que c'est une déformation professionnelle, 26 000 euros la dernière année, mais ce n'est pas tellement ça qui est important, en moyenne, c'est-à-dire sur tous les décès, quel que soit l'âge, donc c'est une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est un tout petit peu plus informatif et un tout petit peu plus intéressant, c'est le fait qu'à âge donné, les dépenses en dernière année, c'est 8 fois ce que représentent les dépenses pour quelqu'un qui ne meurt pas dans l'année. Donc ça, c'est un peu plus informatif pour monter le niveau de concentration des dépenses de soins et donc de l'effort du système de santé en fin de vie. Bon, ce constat, il est trivial. C'est normal que le système de santé intervienne, que l'effort collectif soit d'autant plus intense que la personne est malade et donc qu'elle risque de mourir assez rapidement. Ce qui interroge évidemment, et ce qui a interrogé les économistes, c'est le niveau de ce rapport, 8 fois plus important, ce qui est assez considérable. Bon, sur les chiffres, il faut faire très attention. Je vous donne des chiffres comme si c'était des chiffres certains, sans discussion. Derrière, il y a plein de discussions méthodologiques sur ces chiffres-là, donc il faut les prendre évidemment avec précaution, toujours. Quand on vous donne des chiffres, il faut toujours aller voir comment ils ont été construits. Là, j'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais il faut absolument revenir là-dessus. Là, quand je parle de dépenses de soins, je préfère coût à dépenses, parce que coût, on a toujours l'impression que c'est un coût pour la société. Non, il faut toujours mettre en regard le bénéfice des dépenses. Donc je préfère parler de dépenses que de coûts, parce que dès que je parle de coûts, on me dit mais pourquoi parler de coûts? Et c'est vrai, le terme est beaucoup utilisé par les médecins qui parlent d'économie de la santé. Nous, on préfère dépenses, c'est plus neutre, parce qu'il faut mettre au regard de ces dépenses les bénéfices de ces dépenses. C'est pour ça que je préfère parler de dépenses que de coûts, même si je peux utiliser l'un à la place de l'autre. Donc la concentration de ces dépenses de soins, non oui, je disais ces dépenses de soins, c'est les dépenses de soins au sens de l'assurance maladie, c'est-à-dire qui donnent lieu à un remboursement. En France, c'est quand même une grosse partie des dépenses de soins, même si ce n'est pas la totalité des dépenses de soins. Cette concentration des dépenses, elle est vraie aussi à l'intérieur de la dernière année de vie, puisque vous voyez, le dernier mois, c'est 30% des dépenses de la dernière année de vie. Donc la concentration des dépenses, elle est également, on la retrouve également au sein de la dernière année de vie. Si vous regardez l'évolution en fonction de l'âge des dépenses de la dernière année, elles sont décroissantes avec l'âge. C'est-à-dire qu'à partir de 50-60 ans, les dépenses diminuent. Est-ce à dire que le système de soins, pour parler de manière très, très vague, est-ce que c'est le système de soins qui spontanément fait plus d'efforts pour les personnes plus jeunes? Ça, c'est une question ouverte qui n'est absolument pas fermée. Est-ce qu'il y a un choix implicite fait par le système de soins visant à privilégier, à faire plus d'efforts pour les personnes plus jeunes? Ça, c'est une question complètement ouverte et je vais y revenir. Ce qui va faire le pont avec la présentation précédente, c'est que, là encore, ce sont des approximations. Sur cette dernière année de vie, les dépenses qui correspondent à des dépenses de soins palliatifs, c'est en gros un quart des dépenses. Donc 3/4 des dépenses de la dernière année sont des dépenses de soins actifs, c'est-à-dire non palliatifs, qui ont des visées curatives, on va dire, et pas des visées palliatives. Donc une grosse partie, la plus grosse partie, la très grosse majorité des dépenses de soins la dernière année sont en moyenne, évidemment ça dépend complètement des patients, vous l'imaginez bien. Donc voilà très rapidement ce qu'on sait en France sur les dépenses de soins en fin de vie, c'est-à-dire, vous l'avez compris, de manière très, très simple sur la dernière année de vie. Alors, les questions que se posent les économistes, qui ne sont pas du tout les questions, finalement, qui ont été posées précédemment, sur des questions individuelles, de choix individuels, de droit à l'euthanasie. C'est des questions, comme je l'ai dit en introduction, très différentes qui portent sur l'organisation du système de santé et en gros, pour être encore plus trivial et plus direct, où mettons l'argent? Alors, il y a 3 questions. La première question, je vais aller très vite parce qu'elle nous intéresse vraiment que de très très loin.
Mais c'est la première question que se sont posées les économistes quand ils se sont intéressés aux dépenses en fin de vie, c'est l'effet du vieillissement. Vous savez que nos sociétés sont des sociétés vieillissantes dans le sens où la proportion des personnes âgées depuis 65 ans, plus de 80 ans, augmente continuellement par un effet mécanique d'augmentation de l'espérance de vie, avec des effets transitoires liés au baby-boom, mais c'est essentiellement poussé par l'augmentation de l'espérance de vie, qui se traduit par une augmentation de la part des personnes âgées. Pour donner un exemple, il y avait 5% de personnes de plus de 80 ans en 2010, grossièrement, et il y en aura à horizon 2030-2040, 11 à 12%. Donc c'est multiplié par 2 en 20 ans, donc c'est des phénomènes lourds qui ont des effets sociétaux importants et qui ont des effets aussi sur le système de protection sociale absolument majeurs et sur la santé en particulier. Donc la question que se posaient les économistes, pour quand même en dire 2 mots, c'était de dire les dépenses de soins, ce n'est pas vraiment lié à l'âge, c'est lié à la proximité de la mort. Et donc le vieillissement de la population n'aura pas tant d'effet que ça sur les dépenses de soins. Voilà, il y a eu un très gros débat dans les années 90, 2000, aux États-Unis, très gros débats. Des débats techniques qui ne nous intéressent pas forcément beaucoup ici. La deuxième question, et certainement les 2 dernières questions sont beaucoup plus... Elles sont très liées, je les ai différenciées, vous allez voir pourquoi, mais elles sont très liées. La seconde question, c'est sur l'efficience. Alors l'efficience, c'est un mot magique, c'est du jargon d'économiste. L'efficience, c'est lié au rapport entre les dépenses ou les coûts et le bénéfice. Alors comment on mesure le bénéfice? Ça, c'est une vaste question, mais c'est un rapport coût-bénéfice. Alors les économistes utilisent couramment l'année de vie en bonne santé. L'efficience, c'est le coût d'une année de vie en bonne santé. Combien coûte de gagner une année de vie en bonne santé, si vous voulez? C'est ça pour faire sommairement ce qu'on appelle l'efficience dans un jargon. Donc c'est un petit peu un mot magique. Donc l'efficience des dépenses actives de fin de vie, ça c'est une vraie question qui rejoint, je pense quand même, les questions centrales qu'on se pose ce matin, qui est de dire, est-ce que, donc indépendamment des questions fondamentalement éthiques qui viennent d'être évoquées, plutôt des questions encore une fois de choix collectif, est-ce qu'on ne met pas trop d'argent pour des soins curatifs de fin de vie? Ça, c'est une question évidemment extrêmement difficile. Alors, sachant que, je ne l'ai pas dit précédemment, mais les dépenses de soins en fin de vie, elles sont particulièrement élevées pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Il y a aussi l'insuffisance rénale, il y a quelques autres pathologies qui génèrent des dépenses très élevées en fin de vie. Le cancer en fait partie, sachant que le cancer, c'est 1/3 des décès par an. Donc c'est évidemment une part très importante. Donc la question qui se pose, voilà, elle est ouverte, je la pose brutalement, c'est est-ce qu'on ne dépense pas trop? Parce que dépenser trop en fin de vie, c'est dépenser moins pour le reste du cycle de vie. Bien sûr, on raisonne toujours en termes de coût d'opportunité, comme disent les économistes. Et là, il y a un petit peu les économistes, en tous les cas, ont des avis partagés, même si c'est peut-être pas les mieux placés pour avoir des avis, mais en tous les cas, les agences qui utilisent le calcul économique ont 2 avis. Le premier avis qui est de dire on est prêt à dépenser beaucoup en fin de vie pour laisser les personnes en fin de vie organiser leur fin de vie. C'est un argument très fort. Par exemple, le NICE, qui est l'agence anglaise, explicitement donne cet argument pour légitimer des dépenses très importantes en fin de vie, donc prolongeant modestement la vie, mais sous l'argument que c'est indispensable pour laisser les personnes organiser leur fin de vie. Et il y a un autre argument qui va en sens inverse, qui est de dire la fin de vie, elle touche aujourd'hui dans nos sociétés plutôt des personnes âgées qui ont vécu longtemps, et donc c'est donner priorité à des gens qui ont vécu longtemps, avec toujours l'argument que on devrait donner plutôt priorité à des gens qui ont une durée de vie courte. C'est en gros les deux tendances qui s'affrontent dès lors que le calcul économique est explicitement utilisé par les agences, ce qui est le cas dans de nombreux pays anglo-saxons et qui n'est pas vraiment le cas en France, on va dire.
Et dernière question, mais qui est très liée à celle-là, c'est sur l'organisation efficiente de la fin de vie et autour de l'organisation des soins palliatifs. Et donc là, on est en lien direct avec l'intervention précédente. Donc, comment organiser au mieux les soins palliatifs, évidemment pour le bien-être du malade et pour le bien-être de sa famille. Et donc là, il y a beaucoup de questions sur l'efficience des réseaux de soins palliatifs, sur l'efficience des équipes mobiles de soins palliatifs. Dans quelle mesure elles permettent d'économiser, de réduire les coûts de la prise en charge en fin de vie? Quelle est la meilleure organisation? Donc là, on a très peu de réponses sur ces questions-là. C'est des questions importantes pour la pérennité des soins palliatifs, hein, évidemment, parce qu'il y a toujours des enjeux budgétaires, hein, toujours des enjeux de priorisation quand on s'intéresse aux dépenses de soins. On a très peu de résultats probants, mais peut-être que vous me contredirez, on a très peu de résultats en France parce que méthodologiquement, vous imaginez que c'est extrêmement compliqué pour des raisons éthiques immédiates de faire des études comparatives. Donc, on ne peut pas faire d'études comparatives pour des raisons éthiques évidentes. Donc on a des éléments de preuve extrêmement faibles sur l'impact des réseaux de soins ou des équipes mobiles sur les dépenses de soins. On a assez peu, très peu même, de résultats. En tous les cas, en France, il n'y a plus de résultats à l'étranger, mais en France, on a très peu de résultats. Voilà les questions que se posent les économistes quand ils parlent de fin de vie. Donc vous voyez qu'elles sont assez éloignées des questions fondamentales qui ont été posées avant, mais malgré tout, il y a quand même des intersections qui, je pense, peuvent être poussées un petit peu plus loin. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci à Marie Lamarche et à la Fondation Mayguenet de m'avoir invité à justement échanger avec vous sur la question de la fin de vie et de l'approche qui est faite en Belgique au niveau du droit belge. Comme vous le savez, nous avons adopté en 2002 une législation qui permet à la personne de demander l'euthanasie et je propose d'écrire brièvement des éléments essentiels de la législation et également de mettre en évidence des questions qui nous interpellent chez nous aujourd'hui, au départ desquelles nous pourrons discuter dans les ateliers et ensuite dans la présentation collective. Alors, l'année 2002 est une année vraiment clé chez nous. Il y a eu 3 législations qui ont été adoptées en parallèle. La loi relative aux droits du patient qui équivaut à votre loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades. Et en parallèle, la loi relative à l'euthanasie et relative aux soins palliatifs. C'était vraiment une réflexion tout à fait conjointe et il aurait été impossible d'adopter une législation qui permettait, dans certaines conditions médicales, de demander l'euthanasie si on ne réaffirmait pas expressément le droit aux soins palliatifs qui existaient bien sûr en pratique, mais on a voulu marquer le coup en soulignant expressément le droit également de la personne d'obtenir les soins palliatifs. Alors, simplement, quelques mots sur cette législation. Vous l'avez souligné aussi tout à l'heure, pour la France, eh bien, importance de donner une égalité d'accès pour les dispositifs d'offre de soins palliatifs, de la sécurité sociale qui rembourse, notion effectivement au niveau économique, l'importance de donner l'information aux patients sur les possibilités de soins palliatifs qui existent et dans une forme qui est tout à fait compréhensible pour le patient, et aussi, on l'a dit tantôt, je pense que c'est Véronique qui l'a souligné, l'importance d'accorder une meilleure qualité de vie possible aussi aux proches et à la famille. Alors qu'au départ, chez nous, c'est davantage axé sur le malade comme tel. On a manifesté l'importance d'étendre ça de manière très concrète aux proches. Alors, on pourra en discuter par la suite, mais vu l'absence de temps disponible, je préfère m'axer peut-être davantage à l'heure actuelle sur cette loi relative à l'euthanasie. Tantôt on parlait proposition de loi, distinction proposition de loi, projet de loi. Chez nous, en fait, c'est le gouvernement, lorsqu'il y a eu un changement de majorité politique en 1999 qui implique qu'il y a une déclaration gouvernementale qui a été faite. Donc le gouvernement a repris à son niveau des propositions de loi antérieures qui avaient été déposées. D'autres ont été remises, mais le gouvernement l'a vraiment pris en sens de projet de loi.
Alors, dans les discussions qui ont eu lieu pour savoir est-ce que, oui ou non, on va accorder le droit à demander l'euthanasie, ce qui est ressorti dans les discussions, c'était la notion de dignité. On en a parlé tantôt aussi à cet égard. Alors, la notion de dignité, chez nous, est utilisée aussi bien par les personnes qui sont contre l'euthanasie que celles qui sont favorables à l'euthanasie, mais dans des sens différents. Il n'y a pas de définition, et j'ai déjà fait une recherche dans toutes nos législations. On utilise finalement très peu le mot dignité dans le texte même du corps législatif. On en parle beaucoup dans les travaux parlementaires, mais pas comme tel dans une loi. Alors la dignité, pour ceux qui sont favorables à l'euthanasie, il estime que c'est la personne elle-même qui doit pouvoir décider ce qui est digne pour elle en fin de vie, et notamment on rejoint l'image qu'elle peut donner aux personnes qui l'entourent, et donc l'image de la société dont on a parlé tantôt. Et donc là, ils sont tout à fait favorables et demandaient qu'il y ait la possibilité d'obtenir l'euthanasie. D'autres qui étaient tout à fait contre l'euthanasie soulignaient que la dignité, ce n'est pas une affaire personnelle, mais la dignité, c'est la société qui la détermine. Ce n'a pas un contenu particulier, mais un contenu supra. Et donc, ce n'est à la société à décider, et cela a été favoriser l'approche disant interdiction d'obtenir l'euthanasie. Qu'est-ce qui a motivé finalement l'adoption d'une loi? Bon, c'est le changement de majorité gouvernementale, mais surtout l'affirmation du droit à l'autodétermination, de cette notion de vie digne, mais dans un sens particulier, pas dans le sens spécifique plus général, et aussi ce qui se passait depuis très longtemps. En fait, on le savait qu'il y avait des pratiques plus ou moins clandestines d'euthanasie pour les personnes en fin de vie, et parfois sans dialogue, même souvent sans dialogue entre le patient et le médecin. Et l'idée, enfin vraiment une volonté très forte, c'était d'assurer une transparence et un contrôle des pratiques d'euthanasie et une évaluation de ces pratiques. Et la législation, donc la loi, a été adoptée en 2002 à cet égard, et c'est vraiment les éléments clés qui ont motivé cette législation. Donc, on voulait offrir à la fois une sécurité juridique pour le médecin et pour le patient. C'était vraiment les éléments clés qui sont ressortis. Alors, la loi du 28 mai 2002 prévoit une autorisation dans certaines conditions. Je vous expliciterai les éléments de conditions, quelques détails dans la procédure, mais je ne vais pas, on n'a pas le temps d'aller très loin. C'est une autorisation de la loi. On a décidé symboliquement d'adopter une loi particulière, de ne pas introduire les dispositions relatives à l'euthanasie dans le code pénal pour marquer encore symboliquement l'interdiction de tuer. En soulignant, on ne peut pas noter cela dans le code comme tel. Il faut montrer qu'il s'agit vraiment d'une dérogation à cet interdit. Nous avons deux possibilités, et la plupart des situations, je vous montrerai des statistiques, soit maintenant ou tout à l'heure, si on n'a pas le temps maintenant, des demandes. La plupart du temps, il s'agit d'une demande actuelle, et je vais vous expliquer quelles sont les conditions médicales qui justifient cela. Mais le législateur a aussi rendu possible la déclaration anticipée. C'est-à-dire que dans les 5 ans, une validité de 5 ans, dans les 5 ans, si la personne a rédigé un document avec témoin, il y a des conditions particulières de procédure à remplir, et qu'à un moment donné, elle se trouve en situation d'inconscience. L'inconscience n'est pas définie par la loi, mais on l'entend au sens où la personne est éventuellement dans un coma, et n'est donc plus possible d'exprimer sa volonté, eh bien, on pourra l'euthanasier parce qu'elle aura fait cette demande, cette déclaration anticipée. L'euthanasie a été définie au sens d'un acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci. Traduction, si on ne respecte pas les conditions médicales, c'est quoi comme infraction? Un assassinat, hein, parce que c'est prémédité, c'est un meurtre. La définition est reprise textuellement d'un avis du comité consultatif de bioéthique qui a été rendu en 1999. Et c'est une demande d'euthanasie dans la mesure où seul un médecin peut pratiquer l'euthanasie, mais un médecin n'est jamais obligé de pratiquer une euthanasie. Donc ce n'est pas un droit en Belgique à obtenir l'euthanasie. C'est un droit, si on est dans les conditions médicales, à demander l'euthanasie. Ce qui est différent, et il n'y a pas d'obligation, contrairement à ce que certains pensent, il n'y a pas d'obligation pour le médecin qui refuse l'euthanasie de trouver un autre médecin qui pourrait le pratiquer. En revanche, il y a une obligation de le dire directement et de jouer la transparence et de ne pas attendre un temps assez long pour indiquer son refus.
Et aucune autre personne n'est tenue de participer à une euthanasie. Donc dans l'équipe médicale, une infirmière, par exemple, n'est pas tenue de préparer la potion ou de préparer les instruments pour procéder à l'euthanasie. Donc élément essentiel à cet égard. Le code de déontologie a été modifié, le code de déontologie médicale a été modifié pour pouvoir respecter la loi du 28 mai 2002. Il ne prévoyait pas ces dispositions dans le code, mais ils ont introduit les dispositions de manière très restreinte, mais la notion d'euthanasie. Alors, on n'aura pas l'occasion d'en parler maintenant, mais je propose d'en parler lors des conclusions, par rapport justement à la manière dont vous avez réfléchi déjà sur différentes questions. On a parlé de la décédation, etc. Et je propose, par rapport à ce que vous avez dit, d'alors nous dire ce que nous, on vise par l'absence d'acharnement thérapeutique sans les détails, mais l'arrêt ou non mise en œuvre des soins, le soulagement de la souffrance avec une diminution de la durée de vie. J'irai peut-être déjà un mot ici sur l'aide médicale au suicide, qui n'est pas permis comme tel en Belgique, mais j'y reviens dans quelques secondes. Alors, très brièvement, je me limite à la demande actuelle. Elle est toujours révocable. La demande actuelle, c'est l'hypothèse où la personne est tout à fait consciente et donc a toutes ses possibilités, est libre, comme on dit en droit, elle a toutes ses facultés de discernement, elle n'est pas sous pression. Le médecin doit vérifier cela. Alors, à l'époque, en 2002, la législation a permis la demande d'euthanasie pour le majeur uniquement ou mineur émancipé. Il n'y a presque pas de mineurs émancipés chez nous en Belgique, c'était une notion en désuétude. La situation médicale doit être sans issue. La personne doit faire preuve d'une souffrance physique, mais cette souffrance pourrait être uniquement psychique, et j'y reviendrai. C'est une des questions justement qui nous interpelle. Une souffrance qui doit être constante et insupportable, qui ne peut être apaisée, qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Alors je signale que pour le Québec a adopté une loi sur les soins de santé. Ils n'ont pas utilisé le mot euthanasie pour une raison de compétence. Ils ne peuvent pas légiférer en matière pénale parce que ça relève du fédéral, du code criminel, mais ils se sont inspirés très très fortement de la loi belge et de toute la procédure belge. Donc je ferme la parenthèse et donc repris des éléments essentiels, mais pas la notion de psychique. En 2014, on a étendu cela aux mineurs qui est doté de la capacité de discernement. Il y a eu beaucoup de discussions. Un élément qui était mis en évidence dans les discussions parlementaires, c'était d'établir combien de cas par an les médecins étaient confrontés à une situation de souffrance pour les mineurs. On n'a pas reçu les chiffres à cet égard. Depuis les rapports de la Commission fédérale, donc depuis que ça existe en 2014, il y a eu 3 situations de mineurs. J'ai une dia aussi qui explicite les situations vécues, les maladies, les affections des mineurs. Et donc les mineurs doivent être dans une situation médicale sans issue. Remarquez qu'on n'accepte pas la souffrance psychique pour les mineurs, mais uniquement la souffrance physique, qui doit être également constante et insupportable, qui ne peut être apaisée. Alors vous voyez déjà une différence ici qui entraîne le décès à brève échéance. En fait, pour les majeurs, le décès peut ne pas être à brève échéance. Et on n'est pas dans la déclaration anticipée. Dans la déclaration actuelle, il se peut que le décès intervienne plus tard. La loi n'a pas prévu de critères à cet égard. Je le mets dans une dia par la suite, mais je vous le dis déjà. La Commission fédérale de contrôle d'évaluation de l'euthanasie, qui intervient après coup, quand l'euthanasie a déjà été pratiquée, parle de décès qui ne surviendra pas dans les jours, semaines ou mois qui viennent. Dans le rapport, on voit même parfois que c'est 24 mois, et c'est considéré comme une demande actuelle. La personne a toute sa conscience, mais ce n'est pas à brève échéance. Et donc, qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Comme je vous l'ai dit, il faut être conscient et libre. La demande est actée par écrit. Elle doit être formulée de manière volontaire, réfléchie, répétée. Il ne peut pas y avoir d'une pression extérieure. Il faut prendre le temps dans la mesure du possible, donc de ce que vous voyez, on peut ne pas être en phase terminale en Belgique au niveau de sa maladie, mais les souffrances peuvent être tellement considérées comme insupportables, non apaisées, que la personne peut demander l'euthanasie. Donc l'euthanasie n'est pas appliquée nécessairement à la phase terminale. Et pour les enfants, il faut l'accord des représentants, ce qui est très lourd, et un accord par écrit. Et ce que je vous précise aussi, c'est que pour les enfants, il n'y a pas d'âge qui est explicité. Il faut avoir sa faculté de discernement. Mais les parents ne peuvent pas demander pour un bébé, par exemple, un prématuré. Donc il faut que ce soit le mineur qui le demande lui-même. Je ne vais pas dans les détails de tous les diams, les grosso modo, on pourra y revenir si vous voulez. Consulter un pédopsychiatre ou un psychologue. Et le médecin traitant, ce n'est pas le médecin généraliste, mais c'est le médecin qui va procéder à l'euthanasie. Quand on parle de médecin traitant, doit s'entretenir avec les représentants légaux, informer des résultats de la consultation, etc.
Donc ce qui est vraiment, vraiment très 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 lourd et s'assure que les parents mettent leur accord sur la demande de l'enfant. Là je passe les détails simplement. Je pourrais vous les donner, mais simplement qu'il y a toute une procédure qui est importante. Il faut informer le patient de son état de santé, son espérance de vie. Il faut se prendre le temps de se concerter avec lui, mais tout est relatif. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a des situations où il y a vraiment un temps conséquent qui s'écoule. Évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables, les possibilités offertes par les soins palliatifs. Arriver avec le patient à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que sa demande est entièrement volontaire, et s'assurer de la persistance de sa souffrance et de sa volonté réitérée. La loi dit plusieurs entretiens espacés d'un délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient. Et puis ensuite, il y a également, je ne vais pas détailler tout ça, mais consulter un autre médecin, préciser à ce médecin les raisons de la consultation, s'il y a une équipe soignante, s'entretenir avec l'équipe. Si le patient le souhaite, s'entretenir de sa demande avec les proches, s'assurer qu'il a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les personnes qu'il souhaitait rencontrer, et le médecin peut encore imposer des conditions supplémentaires à son intervention. Et là, je viens de vous le dire, demande actuelle, échéance brève, brève ou non brève, c'est assez vague dans la notion de brièveté. Et si le décès n'intervient manifestement pas à brève échéance, par exemple quelques semaines ou autres, il faut encore consulter un deuxième médecin qui est psychiatre ou spécialiste de la pathologie. Et il faut laisser s'écouler 1 mois entre la demande écrite du patient et l'euthanasie. Alors en pratique, très souvent, quand on lit dans les rapports de la Commission fédérale droits du patient, beaucoup de médecins de soins palliatifs sont consultés en outre cela. Alors certaines personnes dans la Commission estiment que, attention, il ne faudrait pas en arriver, donc de leur côté, qu'on ajouterait des conditions de manière déguisée, il faudrait encore consulter beaucoup de médecins. Donc on est vraiment dans des positions assez ambivalentes, mais en pratique, beaucoup de médecins sont consultés, outre les médecins, en tout cas d'après ce qu'on lit le rapport, outre les médecins qui sont exigés par la loi. Alors, un petit mot sur l'aide médicale au suicide. Et puis, en fait, le Conseil d'État, lorsqu'il a donné son avis sur le projet de loi, s'est demandé pourquoi est-ce que le législateur n'a pas introduit, si on est dans ces conditions médicales-là, également la possibilité pour le patient lui-même de se donner la mort, donc traduction de l'aide médicale au suicide. Il n'y a pas eu de réponse donnée par le législateur à cet égard. Je pense, moi personnellement, que le législateur, ayant déjà un accord au niveau des commissions parlementaires, s'est dit si on revient en discussion, on va réouvrir le problème et donc il y a un risque que la loi ne passe peut-être pas ou peut-être pas comme telle avec des nouvelles modifications. Donc le droit belge, la loi ne prévoit pas la possibilité, comme aux Suisses, d'avoir l'aide médicale au suicide. Puisque je viens de vous montrer la définition, c'est l'acte posé par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie. Donc c'est considéré comme un acte actif. Donc en droit, et le Conseil d'État lui-même, in tempore non suspecto, l'avait souligné. Alors, je dis in tempore non suspecto parce que la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, qui, comme je vous l'ai dit, intervient après que les faits soient faits, elle reçoit un volet, 2 volets, un volet anonyme et un autre non anonymisé, dans lequel elle vérifie au départ du volet anonyme si toutes les conditions de procédure ont été réalisées. Et à cet égard, elle a eu affaire à des situations où c'est la personne, le patient, qui soit a bu la potion létale ou a fait l'acte qui impliquait que le produit lui soit administré. Et la commission a dit, eh bien, donc, dans le cas d'une administration d'une dose létale de barbiturique en potion que le malade a dégluti lui-même, une telle manière d'agir est autorisée, d'après elle, pour autant que les conditions et procédures légales soient respectées et que l'acte se soit déroulé sous la responsabilité du médecin présent et prêt à intervenir. Alors, dit-elle, la loi n'impose pas la manière dont l'euthanasie doit être pratiquée. Nous, en tant que juriste, vu la définition de la loi, on n'est pas dans cette situation-là, certainement. Mais la philosophie du législateur, il est probable qu'on peut considérer qu'elle était dans ce sens-là, mais tels que les termes. Alors, la commission est encore confortée par un avis du Conseil national de l'ordre des médecins qui dit que l'aide au suicide n'est acceptable que si le médecin et le patient discutent au préalable de toutes les éventualités et si le médecin procure lui-même la substance létale qui doit être absorbée en sa présence et suivant ses indications. Et depuis lors, donc ça date de 2012-2013, depuis lors régulièrement, il y a des situations qui sont rapportées par la commission d'aide médicale au suicide et
les choses continuent dans ce sens-là. Alors une des questions qui est mise en évidence chez nous, c'est la question du don d'organes et de demande d'euthanasie. Une personne souhaite être euthanasiée, mais souhaite pouvoir aussi donner ses organes. Rien n'est prévu, on a deux législations, donc on a la loi relative à l'euthanasie, et on a une loi du 13 juin 86 relative au prélèvement et à la transplantation d'organes. La pratique se fait depuis quelques années, et évidemment, il faut deux équipes complètement différentes, en tout cas tout ce qui concerne le médecin traitant pour l'euthanasie et l'équipe en ce qui concerne le don d'organes. Un élément à souligner, c'est que l'euthanasie doit se faire à l'hôpital. Or, il y a de plus en plus de demandes pour qu'il y ait l'euthanasie à la maison. Il y a moins de temps aussi pour la famille après le décès du défunt, après le décès du proche. Et le rapport de la Commission fédérale pour les années 2016-2017 mentionne qu'il y a eu un don d'organes pour 8 patients, mais il l'indique, la loi ne prévoit pas qu'il faut mentionner le don d'organes. Donc peut-être qu'il y a eu d'autres situations qu'on ne connaît pas. Là, ce sont des mentions faites spontanément par les médecins et qu'avait l'affection de ces malades, c'était soit maladie du système nerveux, mais on va y revenir, une notion de trouble mental du comportement, on n'a pas d'explicitation à cet égard. La majorité des patients entre 50 et 69 ans, et le décès n'était pas attendu à brève échéance. Donc ça, c'est une question qui interpelle beaucoup aussi les médecins et autres. Et alors une question qui interpelle, est-ce qu'on doit proposer spontanément à la personne qui demande une euthanasie, vous savez, vous pouvez aussi donner vos organes. Et donc là, ils sont très, très, très réticents à cet égard et aimeraient peut-être bien qu'il y ait une position prise par le législateur à cet égard, non pas puisqu'on est déjà dans la pratique du don d'organes, mais de savoir comment discuter avec le patient de cette possibilité, sachant que tout le monde est présumé être donneur après sa vie. En tout cas, tout Belge ou toute personne inscrite au registre de la population depuis plus de 6 mois. Mais ici, on n'est pas dans la situation, puisqu'on est aussi la question du maintien éventuellement de vie pour prélever des organes qui seront de meilleure qualité si la procédure d'euthanasie est faite d'une certaine manière plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est vraiment une question importante qui nous interpelle en Belgique. Deuxième question, la question des souffrances. La loi parle de souffrance insupportable. Comment est-ce qu'on détermine cette notion de souffrance? Je ne parle pas encore, je vais arriver pour la notion de souffrance aussi psychique, mais même la souffrance physique. Alors, selon la Commission fédérale de commission qui reprend toujours chaque année, donc ce que je mets ici, c'est chaque fois repris dans les rapports suivants. Si certains facteurs objectifs peuvent contribuer à estimer le caractère insupportable de la souffrance, ce caractère insupportable est en grande partie d'ordre subjectif, dépend de la personnalité du patient, des conceptions et des valeurs qui lui sont propres. Donc on revient avec cette notion de dignité, de représentation du corps que je donne contre un autrui. Et il y a aussi la question, on a le droit de refuser des soins. On en parlera plus tard. Chez nous, selon la loi relative aux droits du patient, c'est exprimé extrêmement clairement, même si cela a pour but de donner la mort, ou donc pas de donner la mort, pardon, d'anticiper la mort, ou ça a pour but que la mort arrive alors qu'on pourrait même soigner la personne. Alors ici, selon la loi relative aux droits du patient, il n'y a pas de limite. On a le droit de choisir de ne pas se soigner, même si cela impliquera qu'on va mourir. Ici, étonnamment, par rapport au droit belge, je souligne, la Commission fédérale dit le patient donc, a le droit de refuser un traitement de la souffrance ou un traitement palliatif. Et là, elle ajoute une condition par rapport à la loi relative aux droits du patient, qui n'est pas prévue dans la loi. Donc elle dit on a le droit de refuser lorsque ce traitement comporte des effets secondaires, modalités d'application que le patient juge insupportables. Mais là, donc ils vont en retrait par rapport à ce que souvent ils tiennent, on va très loin dans l'euthanasie, on peut aller donc très loin dans le refus de soins, mais ils introduisent une règle qui n'existe pas selon la loi relative aux droits du patient. Normalement, on ne devrait même pas avoir ils ne devraient pas tenir compte de cet aspect-là, je parle bien d'un point de vue juridique, en tout cas tel que la loi le prévoit. Alors, quelles sont les souffrances mentionnées? Eh bien, vous allez voir, beaucoup de souffrances sont psychiques et physiques. Un certain nombre de souffrances, alors ce sont des tumeurs, polypathologies, maladies du système nerveux, maladies de l'appareil circulatoire, maladies de l'appareil respiratoire. Et là, étonnamment, là, c'est une chose qui interpelle, c'est les troubles mentaux du comportement. Il faut savoir que le dernier rapport, donc, qui a été remis pour les années 2016-2017, c'est la première fois qu'il est aussi clair et aussi explicite. Parce que d'habitude, on avait uniquement comme petite... Bon, j'ai pas su mettre plus grand pour les diaporamas. D'habitude, on n'avait que ces deux phrases-là qui étaient chaque fois répétées dans les rapports. Donc ici, c'est la première fois. Qu'est-ce que c'est ces phrases? Physique, douleur, dyspnée, dysphagie, épuisement, hémorragie, obstruction digestive, paralysie, plaie, transfusion répétée, etc. Et psychique, alors là,
c'est la première fois qu'ils indiquent à ne pas confondre avec les affections psychiatriques, dépendance, perte d'autonomie, solitude, désespérance, perte de dignité, désespoir à l'idée de perdre sa capacité à entretenir des contacts sociaux. Avant, on n'avait que ces phrases-là. Ça s'arrêtait à perte de dignité et on n'a jamais ça. Et donc on a découvert lors du dernier rapport qu'il y avait cet aspect troubles mentaux du comportement. J'y reviendrai en disant que ce n'est pas une souffrance psychique. Alors souffrance psychique pour le moment, enfin, quand ce rapport est sorti, ça a quand même fait pas mal de bruit, puisque c'est la première fois qu'on détaillait et qu'on avait une prise de conscience finalement de ces souffrances psychiques. Et ici pour le moment, on en a parlé, donc vous avez, je ne sais pas si c'est la même personne dont on parlait, ici il y a 3 médecins qui sont poursuivis devant la cour d'assises. Je vous le lis, c'est en petit mais je ne savais pas mettre plus grand, c'est en fait une Tina Nate qui a été euthanasiée en 2010 à l'âge de 38 ans et qui, les 2 sœurs ont porté plainte, donc c'est Tina ici qui est décédée, ont porté plainte et la chambre de mise en accusation a estimé qu'il y avait suffisamment d'indications. Et qu'est-ce qu'elle souligne les filles, c'est que Tina en fait avait été dépressive pendant longtemps, avait été suivie par un psychiatre ou des psychiatres de manière répétée et puis au moins pendant une dizaine d'années, voire 15, ça dépend de ce que la presse souligne, eh bien ça allait bien et puis tout d'un coup il y a de nouveau eu un gros problème et d'après les sœurs, donc je vous dis ce que la presse dit, et d'après les sœurs en fait Tine aurait peut-être été autiste, mais donc 2 mois avant sa mort il y aurait un nouveau diagnostic qui était possible, mais elles disent nous n'avons jamais eu la chance de voir, d'approcher, de comprendre Tine de cette façon. Selon les sœurs, l'euthanasie a été décidée trop rapidement. Il est difficile pour nous de comprendre qu'aucune autre option de traitement n'a été proposée. Et le problème, c'est que la manière dont le médecin, qui est un médecin à mon avis généraliste, qui a pratiqué ça à domicile, l'euthanasie, était très problématique. Il n'avait pas pensé à prendre des sparadrap, papa a dû tenir l'aiguille. Et puis après, on a fait écouter le cœur, montrant que le cœur ne battait plus. Donc ça a été atroce la manière dont ça s'est passé et le médecin qui a pratiqué l'euthanasie est poursuivi en cour d'assises, mais aussi les 2 médecins qui ont donné un avis. Or l'avis n'est pas contraignant, donc ici c'est vraiment une chose qui interpelle. Et suite au rapport, je viens de vous dire, qui est sorti de la Commission fédérale de contrôle d'euthanasie, le comité consultatif de bioéthique a quand même rendu aussi un avis sur l'euthanasie dans les cas de patients hors phase terminale de souffrance psychique et d'affection psychiatrique, puisque normalement on doit être libre pour poser aussi la demande d'euthanasie. Donc il y a cette liberté, puis ces affections psychiatriques. Alors le comité consultatif de bioéthique rend très rarement, on en parlait hier, des avis unanimes. Vous avez des positions. Et là on a vraiment 3 tendances passant d'un extrême à l'autre, et donc il n'y a pas de position unanime. C'est trop petit, mais je suis désolée, mais certains estiment que le législateur a choisi de laisser une certaine marge d'interprétation de la loi, marquant certains concepts d'un degré d'indétermination. Il en va ainsi de la souffrance psychique qui n'a pas à être clarifiée conceptuellement, ni définie, ni mesurée. Donc un côté qui dit ne touchons à rien et laissons faire la pratique. L'autre, un mitigé, estime qu'il y a quand même un problème d'absence de clarté qui conduit à des applications concrètes qui ne correspondent pas à l'esprit de la loi. Et donc souhaite des modifications de la loi qui aillent dans le sens d'une plus grande précision. Et d'autres estiment qu'il faut repenser en profondeur la loi pour exclure la possibilité d'une euthanasie en raison d'une souffrance psychique causée par une affection psychiatrique sans lésion irréversible des tissus. Tout le monde est d'accord sur l'importance de la formation du médecin, mais c'est dit depuis le début, l'information du public et éventuellement davantage d'études scientifiques sur les décisions médicales en fin de vie, et certainement le refus de la médicalisation de différentes figures de souffrance sociale. J'y reviens, j'ai bientôt terminé, mais il y a déjà la fatigue de vivre. On a déjà eu une dame aussi plus âgée qui demandait, qui avait 90 ans et qui ne voulait plus vivre parce qu'elle était fatiguée. On n'entre absolument pas dans les conditions médicales. Et souffrance sociale, on a eu affaire... Oh pardon, je le montre peut-être tout de suite avant et puis je reviendrai... je vais refaire, voilà. Ici, on a eu un problème d'une personne qui avait violé il y a quelques années une jeune fille et qui était internée depuis très très longtemps. Et la Belgique a été condamnée à plusieurs reprises parce que beaucoup de personnes sont internées dans une annexe psychiatrique d'une prison sans recevoir les soins valables. Et donc lui avait demandé l'euthanasie puisqu'il n'en pouvait plus. Il y a eu toute une série, le ministre de la Justice est intervenu aussi, sachant que la demande d'euthanasie ne doit pas passer par la procédure judiciaire, mais voulait alors être transféré aux Pays-Bas pour y obtenir l'euthanasie. Finalement, il a été transféré à Gand et il semble qu'il reçoit des soins valables. Dernier élément aussi encore que je voulais souligner, les patients résidant à l'étranger
parce qu'il y a la question aussi du tourisme d'euthanasie. Alors, mais vous voyez l'écrivain qui est venu aussi, qui avait la maladie de Charcot et qui a été euthanasié en 2017. En fait, dans le volet, donc de nouveau, je vous ai dit qu'il y avait un volet 1 qui est non anonymisé, qui est anonymisé, et un volet 2 qui est volet 1, on donne l'identité, et le volet 2 est anonymisé. Et dans le volet 2, on n'est pas obligé de dire d'où vient la personne, on doit uniquement indiquer son lieu de naissance, mais il arrive que des médecins mentionnent qu'il s'agit d'un patient étranger. Il y a eu en 2016-17, 23 patients résidant à l'étranger sont venus en Belgique, et qu'est-ce qu'ils avaient comme affection? Un cancer disséminé, maladie neurologique incurable grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, sclérose latérale amyotropique, maladie de Charcot, et pour la plupart, les décès étaient attendus à brève échéance. Mais on a déjà eu une question justement qui a été posée au comité de bioéthique parce qu'il y avait un médecin français qui voulait venir auprès d'une maison de repos pour pouvoir faire admettre belge, pour pouvoir faire admettre son patient et pouvoir y pratiquer l'euthanasie. Donc c'est vraiment la venue comme telle. Alors le comité de bioéthique a souligné que ce n'était pas la philosophie de la loi et que l'important c'était qu'il y ait justement un patient qui était suivi par le médecin particulièrement et pas que l'on vient uniquement à cet égard-là et un médecin français qui viendrait en Belgique pour procéder à une euthanasie sur sa personne. Voilà, et je termine. Donc la Commission fédérale de contrôle, eh bien, c'est un contrôle qui est a posteriori. Ça, c'est aussi une question qui est toujours interpellée. Pourquoi a posteriori? Dans les 4 jours ouvrages, je vous l'ai dit, 2 volets dont l'un est anonyme, et ils font un rapport tous les 2 ans de statistiques. Je pourrais vous les montrer tout à l'heure, si vous voulez, sur une évaluation de la loi, d'éventuellement recommandations, mais ils ne proposent jusqu'à présent jamais de modification de la loi, considérant que cela ne relève pas de leur propre référence. Et puis une dernière chose, vous savez, c'est mis dans les documents que vous avez reçus, il y a une requête qui est une affaire qui est adressée à l'heure actuelle devant la Cour européenne des droits de l'homme, ici à l'égard en fait du président de la commission de contrôle de l'euthanasie, non pas comme président, mais parce qu'il a pratiqué une euthanasie sur une personne, et il est mieux indiqué ici dans le communiqué de presse, c'est un fils qui introduit une action contre l'État belge parce que donc sa mère était atteinte d'une dépression chronique et le requérant n'était pas au courant de ce qu'une euthanasie allait être pratiquée. Il estime que les garanties prévues par la loi n'ont pas été correctes et il met en évidence l'impartialité de la commission, puisque le médecin qui a procédé à l'euthanasie est le président de la commission, qui finalement fait partie de la commission qui vérifie si, mais comme c'est anonymisé, on n'est pas censé savoir que c'est lui qui l'a pratiqué. Alors dans les questions qui sont posées, le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes? Et là il y a un problème parce que il y a eu de toute façon la personne au niveau du parquet, le parquet a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'inquiéter cette personne, que les choses étaient correctement posées, et il n'y a pas eu de voie de recours interne épuisée, en tout cas par le requérant. Donc je ne suis pas sûre qu'on va encore aller dans le... On ne sait jamais au niveau de la Cour. Ben, voilà. Et donc ça c'est le 8e rapport dont on peut parler tout à l'heure si vous voulez, j'ai au niveau des... Je ne vais pas vous expliciter là, mais dans les conclusions si ça vous intéresse. Voilà. Merci. Je ne vais pas prendre la parole très très longtemps, juste pour remercier d'abord les étudiants d'être là. Je trouve que c'est une belle expérience pour vous et je pense qu'on ne peut pas faire de la bioéthique sans être à plusieurs. Merci à tous les intervenants. Donc maintenant, le but du jeu, c'est que vous vous répartissiez en ateliers. Donc vous vous souvenez qu'il y a 4 ateliers. Un atelier sur la notion de fin de vie. On l'a déjà vu tout à l'heure, comment on peut qualifier la fin de vie, qu'est-ce que la fin de vie. Ensuite, l'atelier 2 sur le vouloir mourir, les raisons qui peuvent conduire à vouloir s'arrêter. L'atelier 3 sur les réponses médicales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse à qui d'ailleurs, pas forcément uniquement aux patients, mais aussi à la famille, aux proches. Et enfin, le coût de la fin de vie. Alors normalement, vous êtes déjà répartis par atelier. C'est le cas ? Oui. Donc vous allez avoir des salles qui sont prévues. Ouais, qui sont prévues sur le document. Donc. Pardon Marie, c'est juste pour vous dire que vous avez 2 personnes qui vont vous attendre à 10h30 en sortant. Myriam Cervera et Priscilla Rivaux qui travaillent avec moi et qui vont vous aiguiller pour les 3 salles
qui sont au rez-de-chaussée et une à l'étage. D'accord. Alors d'un point de vue méthodologique, le but, c'est que vous fassiez un grand brainstorming pluridisciplinaire. Donc vous allez apporter chacun les éléments de vos disciplines sur les questions qui sont posées pour les ateliers. Et dans l'après-midi, en début d'après-midi, à partir de 14h30, chaque atelier aura désigné 2 à 3 personnes pour restituer vos travaux. Sachant que nous, on est dans le coin, vous avez philosophes, économistes, sociologues, médecins, professeurs étrangers, donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Et donc, si vous avez besoin, vous pouvez venir nous chercher si vous avez des questions particulières.